Jean-Marie Le Guen, bonjour. La semaine a été fertile en rebondissements divers et variés. La condamnation de Jacques Chirac pour les emplois fictifs à la mairie de Paris. Bertrand Delanoë qui fait une réception de président à Mahmoud Abbas à l'hôtel de ville. Les suites de l'accord de Bruxelles et les déclarations du candidat PS à la présidentielle. Le PS qui s'interroge aussi sur la campagne de François Hollande. On va parler de tout cela. Et on va commencer par la condamnation de Jacques Chirac. L'ancien président de la République a écopé de 2 ans de prison avec sursis pour des affaires d'emploi fictifs qui remontent à 1994. Tout le monde a remarqué que François Hollande a été extrêmement modéré dans sa réaction. Et vous ? Écoutez, moi également, la justice est passée, c'était nécessaire. Et en même temps, j'ai un sentiment de tristesse. Moi, je ne me satisfais pas de voir quelqu'un condamné, ne serait-ce que moralement aussi fortement, des années et des années après les faits, et surtout une personne malade. Si vous voulez, ça ne correspond pas, me semble-t-il, à ce que l'on aurait pu souhaiter. Je trouve que, de ce point de vue, cela pose le problème du statut juridique du président de la République. Nous sommes en France dans une exceptionnalité. Non seulement on protège le président au plan juridique pendant son mandat pour les actions de son mandat, et ça, je trouve que c'est à peu près normal, mais le protéger globalement, quel qu'il soit qu'il ait fait avant même son mandat, c'est quelque chose qui n'est pas légitime. Et donc, nous nous retrouvons après dans des situations anormales comme celles que nous vivons. Anormales du point de vue du ressenti, normales du point de vue de la justice, c'est-à-dire que la justice est allée au bout des choses, mais anormales du point de vue du ressenti. On se dit, mais tout ça c'est du passé, mais tout ça c'est un vieil homme malade, on aurait autre chose à faire vis-à-vis de lui. Donc vous voudriez, vous, changer le statut du président de la République, qu'il n'ait pas d'immunité pour les faits antérieurs à sa présidence? Exactement. Et je pense qu'il n'y a qu'en France que ce genre de choses existe. Et un président de la République qui serait poursuivi par une plainte convoquée par des juges alors qu'il exerce sa fonction, vous pensez que pour la France, pour le pays, ce serait compatible? D'abord, je rappellerai qu'en Israël, il y a eu des choses de ce genre. Il y en a eu dans d'autres pays. Monsieur Nixon, il lui est arrivé aux États-Unis. La fonction présidentielle est une fonction éminente. C'est pas une fonction sacrée. On n'est plus en royauté. Le président n'est plus le représentant du droit divin. On est en démocratie. Eh bien, si des gens ont des choses à se reprocher, peut-être qu'ils seront un peu moins candidats à l'élection présidentielle. Donc, soyons clairs, il ne doit pas y avoir d'immunité sur des faits remontant avant l'élection présidentielle. Et l'immunité présidentielle doit exister pendant le mandat sur les faits portant sur l'exercice du mandat. On ne doit pas pouvoir attaquer un président de la République parce qu'il aurait signé ou il aurait voulu signer un mauvais traité, comme veut le faire M. Sarkozy aujourd'hui. Mais on doit pouvoir, par contre, l'interpeller sur des faits antérieurs. Et vous pensez, Jean-Marie Le Guen, comme Eva Joly, que Jacques Chirac devrait démissionner en attendant du Conseil constitutionnel? Non, je pense que Mme Joly, il est totalement inutile d'en rajouter. Je pense que là, il y a une façon d'avoir des rapports avec les individus. C'est à tout le moins le contretemps. Si elle pose le problème du droit, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est quand même tout à fait problématique aujourd'hui de réagir comme ça. Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'il n'y a pas, entre nous, dans votre mansuétude à l'égard de Jacques Chirac aussi, un petit peu d'arrière-pensée électorale? Parce qu'on se souvient que Jacques Chirac a dit que lui, il voterait François Hollande, qu'en Corrèze, visiblement, les relations entre les Chirac et François Hollande sont bonnes. Oui, on peut. Je comprends qu'on puisse avoir cette interprétation-là, mais sincèrement, moi, j'essaye d'expliquer les sentiments que j'ai. Et les sentiments que j'ai, ils sont, je crois, assez largement partagés. Je sais bien qu'il y a une partie des Français qui sont d'ailleurs majoritaires, qui sont d'abord choqués par le fait que la condamnation montre bien un certain nombre de choses. Et donc, mais au plan humain, vous savez, moi, je suis médecin. Je trouve quand je vois des gens malades qui sont traînés devant les tribunaux et condamnés, j'ai toujours des scrupules. Très honnêtement, voilà, c'est une question, j'allais dire, un peu humaniste. Et puis, je n'aime pas cette justice qui intervient 15 ans après les faits. J'aime une justice efficace, propre. Et je reconnais, en l'occurrence, que si cette justice n'a pas été rendue en temps réel et en temps opportun, c'est de la faute, quelque part, de Jacques Chirac, qui lui-même s'est soustrait à cette justice à travers le statut pénal qu'il n'a pas modifié. Alors, on va parler de la crise de l'euro, de la dette. Vous aviez pris
la tête des critiques du sommet de Bruxelles. Enfin, François Hollande avait déjà dit qu'il ne respecterait pas les termes de cet accord et qu'il le remettrait en cause. Vous avez parlé de politique Montebourg avait parlé de politique à la Bismarck, et vous êtes allé plus loin en parlant de Daladier à Munich. Franchement, ça n'est pas de la germanophobie? Oh non, franchement, la germanophobie, ni chez moi, ni chez les Français, n'est un sujet à l'ordre du jour. Par contre, la critique radicale d'une certaine vision de l'économie européenne, portée aujourd'hui par les droites françaises allemandes, me paraît extrêmement nécessaire. Je veux dire que si nous nous faisions abstraction du discours de Mme Merkel, de M. Sarkozy, le fameux discours Merkozy, vous regardez ce que dit le FMI, vous regardez ce que disent ces fameuses agences de notation, vous regardez ce que disent tous les économistes, y compris français. Tous nous disent quoi? Le problème, c'est pas la dette, c'est la croissance. S'il n'y a pas de croissance, votre retour à des finances publiques équilibrées ne sont pas crédibles. Et qu'est-ce que font Mme Merkel et qu'est-ce que fait M. Sarkozy? Toujours une crise supplémentaire d'austérité, sans jamais, à côté, nous dire comment la croissance européenne va repartir et la croissance française. Moralité, ce que nous voyons aujourd'hui, disons les choses, c'est quand même une catastrophe diplomatique et économique. Qu'est-ce qui vient de se passer cette semaine après les fameux arrangements d'il y a 15 jours, ce fameux nouvel avatar, en quelque sorte, des succès diplomatiques européens de M. Sarkozy? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les marchés, comme l'on dit, ne croient en rien du tout à la solution qui a été faite. Et l'on voit les fameux spreads, c'est-à-dire les taux sur lesquels empruntent l'Italie, la France, l'Espagne, qui restent à des taux absolument ahurissants et qui remontent. Deuxièmement, qu'est-ce que nous voyons? Que au plan diplomatique, après l'isolement de la Grande-Bretagne, mais est-ce qu'on doit considérer ça comme une victoire? Alors là, on parlait d'anglophobie. Ça veut dire juste sur ce point-là, oui. Jean-Marie Le Guen, que vous êtes plutôt du côté de la Grande-Bretagne dans cette affaire qui pas du la tout. La Grande-Bretagne a raison de rester en dehors de non, cet non, accord pas du que tout. vous dénoncez. Non, je dis que ça a un coût politique. C'est-à-dire que je constate, si vous voulez, je ne partage en rien la position de M. Cameron, qui dit exactement la même chose que Mme Merkel et M. Sarkozy, sauf qu'il le dit pour la Grande-Bretagne et qui dit « Moi, j'ai rien à voir avec vous, l'Europe, et je veux prendre mes distances d'une zone euro qui est en crise. » Il constate la crise, mais il applique à son propre pays les mêmes méthodes. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, et j'entends M. Fillon, pardon, de germanophobie, M. Fillon qui nous donnait des leçons d'amitié européenne, charge aujourd'hui violemment la Grande-Bretagne en disant regardez leur déficit, regardez leur endettement, etc. Il essaye de faire plonger à son tour la Grande-Bretagne, ce qui en matière d'amitié et de diplomatie me paraît légèrement... enfin, ça m'interroge. Mais je constate simplement... Oui, l'anglophobie, bon, je ne veux pas être, moi, je ne veux pas apparaître défendre M. Cameron du tout. Simplement, je constate que le coût de ce mécanisme diplomatique malfaisant pour l'Europe a eu un coût externe qui est, d'un certain point de vue, de s'éloigner de la Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, on ne gagne sur aucun terrain. Il n'y a pas plus une Europe plus forte. Il n'y a pas... Le traité lui-même, j'ai oublié de le préciser, est en train d'être défait. On voit bien que tout un tas de pays, pour des raisons diverses, internes, politiques, etc., parce qu'il n'y a pas de crédibilité portée, sont en train de se soustraire. Ce fameux accord à 26 est en train d'être petit à petit détricoté. Donc, un échec diplomatique, un coup diplomatique immédiat avec la position de la Grande-Bretagne, même si ça coûtera sûrement plus cher à la Grande-Bretagne qu'à l'Europe, et même si je ne soutiens en rien la position de M. Cameron, c'est quand même un affaiblissement. Non, mais je veux dire, c'est très... Et au total, au plan économique, la France maintenant rentre en récession. Alors justement, nous sommes en train de rentrer en récession. Justement, Jean-Marie Le Guen. Alors on va en parler. On le sait maintenant. La France va perdre son triple A. Ça aura des conséquences sur l'économie française importantes. Êtes-vous de ceux qui craignaient une véritable tragédie et qui entraînerait du coup des conséquences importantes sur la campagne électorale française, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de marge de manœuvre, plus de promesses possibles, une campagne vidée de tout intérêt au fond? Ou est-ce que vous dites, la perte du triple A, eh bien on la surmontera? Non, moi je vous dis que d'une part, cette perte du triple A est le symbole de la perte des repères et de toute efficacité de la politique économique de M. Sarkozy et de sa politique européenne. C'est-à-dire que c'est un échec patent, affiché en quelque sorte. Bien. Deuxièmement,
la situation économique, tant qu'il n'y a pas un retour de confiance des marchés, ou plus exactement, tant que l'Europe ne se donne pas les moyens de battre les marchés, de faire reculer les marchés. Et pour ça, il y a un moyen urgent. C'est le rôle de la Banque centrale européenne, qui doit le faire comme la Banque de Grande-Bretagne, comme la Réserve fédérale, c'est-à-dire agir et créer de la monnaie. S'il n'y a pas cette action puissante, rapide, de salut public de la situation économique, nous allons nous enfoncer de plus en plus, et là je vous rejoins, la situation va être gravissime en termes d'emploi, en termes de creusement des déficits aux raisons du ralentissement de l'économie. Et donc nous allons vers un drame social, et j'allais dire, au-delà de ce drame social, des perspectives d'avenir qui vont être très fortement obérées. Est-ce que ceci vide les élections présidentielles de contenu? Tout au contraire, plus que jamais. Nous devons mettre en place une politique de salut public. Et plus la situation va s'aggraver, plus il va falloir que l'action politique, et là je dirais que c'est évidemment une interpellation directe au candidat François Hollande, je veux dire que la situation, il va être amené à prendre encore plus d'épaisseur, plus d'engagement, non pas de promesses, parce qu'on n'est pas, évidemment, malgré le contexte de Noël, ce n'est pas les élections du mois de mai, ce n'est pas le passage du Père Noël avec 4 mois de retard. Ce n'est pas du tout ça. Mais il faudra bien qu'on trouve des solutions à cette crise, même si ce sont des solutions à un moment qui se rapprocheront d'une politique de salut public. Alors, on va parler de la campagne de François Hollande, mais il y a des voix quand même qui s'élèvent. Encore un mot sur les agents de notation, parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire ça n'est pas normal que ces agences de notation fassent la pluie et le beau temps, fixent les repères, comme pour reprendre votre expression. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas d'agence de notation pour noter les agences de notation. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout ça est exact. Simplement, on est en train de discuter du thermomètre alors que le thermomètre dysfonctionne, alors qu'on est quand même dans la fièvre. Donc moi, je suis d'accord, le thermomètre, il est brutal, il est à sens unique, etc. Il n'est pas bien. Ok, sauf que on a de toute façon la fièvre et qu'aujourd'hui, je veux bien m'occuper du thermomètre, mais je pense qu'il faut d'abord s'occuper du malade. Et nous sommes malades. Nous ne sommes pas malades de notre endettement, nous sommes malades. Ça, il faut bien le répéter et le comprendre. Ce n'est pas l'endettement de l'Europe ou de la France même qui pose aujourd'hui problème. Même si c'est une difficulté, quand vous comparez cet endettement, par exemple, à celui de la Grande-Bretagne, ou quand vous le comparez à celui des États-Unis, c'est quelque chose qui est très léger. Des pays qui avaient des endettements quasiment nuls, l'Espagne, l'Irlande, ont été violemment frappés par la crise de l'euro, alors que ce n'était pas une question de finances publiques. Ce qui est vrai, c'est que c'est le modèle économique européen qui ne fonctionne pas. Ça, c'est pour le moyen terme. Et ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est à court terme la réponse politico-financière. Et là, vis-à-vis des marchés, il faut jouer le bras de fer. Quelqu'un a employé cette arme, l'arme thermonucléaire, effectivement, de la Banque centrale européenne, qui vitrifie les spéculateurs et les marchés. Nous avons les moyens de cette arme. Cela a un coût. Ça veut dire qu'on va privilégier le travail sur la rente. C'est ça que cela veut dire, parce que les rentiers seront bouleversés un peu par cette politique de la Banque centrale européenne. Ce qui fait d'ailleurs que l'Allemagne est réticente. Ce ne sont pas simplement des questions historiques touchant aux années 20, si d'ailleurs ce n'était pas plutôt le chômage que l'inflation qui avait apporté le nazisme. Mais je mets ça de côté. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle est tendanciellement, pour des raisons psychologiques et pour une certaine forme de réalité, y compris d'une démographie relativement âgée, plutôt orientée sur le bénéfice de la rente que sur le bénéfice de la croissance et de l'emploi. Un mot juste pour dire, les systèmes de retraite allemands sont plutôt des systèmes par capitalisation. Et donc, si la rente est légèrement attaquée, ou diminuée, le système des retraites va être... Nous avons un système de répartition. Moi, je vous le dis, nous ne pourrons pas servir les retraites s'il n'y a pas l'emploi des jeunes. Il n'y aura... La bagarre de ce point de vue est très claire. Ou bien on fait de l'emploi massivement, y compris évidemment des jeunes et des Français, et on servira les retraites, ou on suit le système allemand où on privilégie la rente, et à ce moment-là, peut-être que le rentier allemand continuera encore pendant quelques années, parce qu'ils seront eux-mêmes rattrapés par cette
décélération économique. Jean-Marie Le Guen, cette semaine, le drapeau palestinien a été hissé à l'UNESCO en présence de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Bertrand Delanoë n'en a pas rajouté un peu en faisant une réception de chef d'État à M. Abbas et en annonçant qu'il accueillait le président de la Palestine. Écoutez, d'abord, si M. Abbas était à Paris, c'était parce que, effectivement, l'UNESCO venait d'être... l'État palestinien venait d'être reconnu à l'UNESCO avec le vote positif de la France. Je le dis clairement, ce n'est pas ma position. J'ai pris position, moi, pour qu'il n'y ait pas de reconnaissance. Vous étiez contre ? Absolument. Je suis contre la problématique de la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien. Donc je me suis manifesté, j'ai signé le fameux manifeste, et donc de ce point de vue, j'ai une nuance avec d'autres amis socialistes. Mais, encore une fois, si M. Abbas était à Paris, c'était parce qu'il y avait une manifestation à laquelle le gouvernement français, M. Sarkozy, avait voté pour à l'UNESCO. Alors ensuite, évidemment, sur le fond, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis pour l'existence d'un État palestinien. Et je suis que pour, dans la tradition française, nous reconnaissions le représentant de l'autorité palestinienne comme étant une personnalité légitimement accueillie officiellement par le gouvernement français et donc par la mairie de Paris, me paraît tout à fait légitime. Mais la question étant... Faut-il aujourd'hui privilégier une reconnaissance unilatérale ? À titre personnel, je me suis prononcé contre. Vous auriez dit j'accueille le président de l'État palestinien ? Absolument, bien sûr. Le président de l'État palestinien. Ah non, le président de l'État palestinien, pardon. Ce qu'a dit Bertrand Delanoë. Ce qu'a dit Bertrand Delanoë. Mais je pense Tapis que rouge, d'abord ce qu'il a dit correspond à son souhait, puisqu'il est lui pour une reconnaissance de l'État palestinien immédiatement. Donc ce qu'il a dit n'était pas une formule diplomatique, c'était une formule politique où il exprimait le choix qui est le sien, et qui est d'ailleurs le choix plutôt de la majorité qui est de fait d'ailleurs le choix du gouvernement français et qui est le choix de beaucoup de mes amis, mais ce n'est pas le mien. Voilà. Donc j'aurais eu des propos différents, mais la réception de M. Abbas me paraît extrêmement légitime au niveau de l'hôtel de ville. Et je dirais que autant, il ne faut pas distinguer, je veux distinguer plus exactement le politique du diplomatique. Je pense que nous devons, nous, Français, être très proches de l'autorité palestinienne, continuer à avoir des relations, j'allais dire, intenses et privilégiées avec l'autorité palestinienne et avec M. Abbas. Il faut les aider, ce qui ne veut pas dire qu'au plan diplomatique, nous devions forcément aller dans le sens de ce qu'ils souhaitent immédiatement, sous la forme, parce que sur l'objectif, nous le partageons, mais encore une fois, il faut pouvoir distinguer l'action politique cette de l'action reconnaissance diplomatique doit se faire à l'issue d'une négociation entre Israël et les Palestiniens, avec la sécurité aussi d'Israël. Pas simplement bilatérale, parce que là, ce serait un peu hypocrite de vous dire que les relations aujourd'hui, les négociations entre les deux côtés, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne se passent pas. Bon. Mais je suis pour une discussion multilatérale, oui, effectivement, et pas simplement une décision unilatérale. Non, ces questions ont leur importance, parce que comme on le sait, Jean-Marie Le Guen, vous envisagez de vous présenter aussi à la mairie de Paris. Donc vous serez amené aussi à recevoir les personnalités étrangères si vous êtes demain maire de Paris. Est-ce que d'abord, quand annoncerez-vous votre candidature ? Oh là là, écoutez, bon, vous êtes gentil d'évoquer cette perspective, mais très honnêtement, nous sommes aujourd'hui même pas en 2012 et les élections auront lieu au plus tôt en 2014. Donc, et il se passera des choses considérables en la matière. Non, les ambitions que j'ai, c'est que c'est d'essayer d'apporter une vision un petit peu renouvelée de l'avenir de Paris. Et donc je travaille dès maintenant avec de nombreux amis à établir les éléments d'un diagnostic et d'un projet, j'allais dire, plus large, ce que j'appelle le Grand Paris, parce que je pense que Paris, ville-centre, doit aujourd'hui se projeter. Il y a tout un tas de raisons, mais ce n'est pas l'objet de cette émission, mais j'y reviendrai avec vous volontiers. Et la question du logement, la question des quartiers, la question des transports, ce n'est pas votre projet, ce n'est pas un projet pour votre candidature, c'est ça que vous nous expliquez. C'est un projet que je porterai, mais si d'autres le portent mieux que moi, je le reconnaîtrai. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être un petit peu seul à gauche, d'insister avec autant
de précision sur la nécessité de, de penser Paris en grand. Voilà. Je trouve aujourd'hui, si vous voulez, que l'essentiel des responsables politiques tourne en rond. Monsieur Sarkozy a parlé à un moment du Grand Paris. Il nous a fait une espèce de métro dont on ne verra jamais le jour parce qu'il n'est pas financé et qui aura lieu au mieux en 2030 ou en 2040, alors que nous avons des problèmes immédiats de transport, nous avons des problèmes immédiats de logement. On va pas rentrer dans la technique de Paris. Mais une question, est-ce que vous pensez que la gauche, et notamment le Parti socialiste, doit sélectionner son candidat à la mairie de Paris à l'issue d'un système de primaire ? Oui. Oui, je suis pour des primaires qui désignent le candidat. Je ne m'imagine pas. Et vous serez candidat à ces primaires. Et il y a des chances pour que je me prépare à être candidat à ces primaires, oui. On va parler de la campagne, puisque Paris, c'est encore loin, c'est en 2014. Et en attendant, on a la campagne des présidentielles qui va s'ouvrir. Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, mettait en garde cette semaine contre un 21 avril à l'envers. Vous pensez que l'hypothèse est envisageable ? Écoutez, si j'étais UMP, ce qui n'est pas le cas, comme vous l'avez remarqué, je serais très inquiet, parce que je pense que les résultats actuels du gouvernement sont catastrophiques. Et je ne parle pas simplement de ce qui s'est passé depuis 5 ans, de ce que dénonce la gauche, l'injustice, etc. Mais je veux dire, si je me fixe comme critère d'appréciation de la politique de M. Sarkozy, les critères que lui-même se fixe, c'est-à-dire par exemple ce traité européen, par exemple les activités économiques, par exemple le triple A, c'était les repères de la politique sarkozyste, en tout cas depuis 2 ans. Les premières années du quinquennat, c'était un autre discours, travailler plus pour gagner plus, ça a été un échec. Bien. Il a changé en quelque sorte d'orientation pour avoir un discours d'une vertu des finances publiques et des cures d'austérité. Il met en place cette politique. Cette politique est maintenant dramatiquement mise en échec. Échec diplomatique, échec économique, on en a parlé tout à l'heure. Donc je considère que le discours sarkozyste aujourd'hui est en faillite. Et à partir de là, je me demande, je vois bien comment des gens qui sont de droite légitimement aujourd'hui essayent de se regrouper autour d'un candidat. Et pourquoi pas lui ? Sauf que celui-là, ce Sarkozy-là, il ne fait plus l'affaire. Il n'est plus capable de porter un président. Il a un bilan tellement lourd et une incohérence maintenant dans son discours politique tellement puissante que je pense qu'il va perdre sur les 2 ailes. Et il essaye de gérer ces 2 ailes, j'allais dire. Vous savez bien, une aile un peu centriste, qu'il a fortement malmenée ces dernières années. Et on voit M. Bayrou avoir maintenant une crédibilité, non seulement au centre, mais aussi au centre droit. Moi, je vois des gens de droite qui me disent, quand même, Bayrou, il a une autre allure que M. Sarkozy. Et puis, du côté de la droite dure, voire de l'extrême droite, et que M. Sarkozy a essayé de juguler, a essayé d'intégrer, où il avait d'ailleurs pour partie réussi, disons les choses comme elles sont, en 2007. Je veux dire, une des clés du succès de M. Sarkozy en 2007, c'était d'avoir momentanément éteint le vote Le Pen. Bon, et on voit aujourd'hui que le vote Le Pen flambe à nouveau. Il flambe sur les faiblesses de la politique sarkozyste, à la fois ses échecs en matière de sécurité et ses discours hyper sécuritaires. C'est-à-dire qu'il accroît évidemment la divergence entre le perçu et le mesuré par les Français. Bon, vous parlez très bien des difficultés de M. Sarkozy, mais on va aussi parler des difficultés de François Hollande, parce que c'est vrai que depuis le début de finalement, depuis quasiment son élection aux primaires, on a le sentiment quand même que le candidat socialiste cherche ses marques. Il est plus effacé, plus discret. Il y a comme cela différentes formes d'expression autour de lui, parfois contradictoires. On parle beaucoup de confrontation entre, disons, les Hollandais de stricte obédience et puis les nouveaux arrivants comme vous, qui étiez un strauss-kahnien, voilà. Donc ces difficultés de François Hollande, elles coïncident aussi avec la montée en puissance de Bayrou. Oui, donc comment vous voyez les choses et comment François Hollande peut-il reprendre en main sa propre campagne ? Bon, d'abord, vous vous souvenez que François Hollande est sorti des primaires à un niveau d'adhésion des Français qui était un tout petit peu irréaliste. C'est-à-dire qu'il avait des scores au premier tour au-dessus de 35%. Bon. Donc tout ça a été quand même un petit peu au-delà, et des scores au deuxième tour au-delà de 60. Bien. Donc je pense que toute la période que nous avons vécue est une période d'atterrissage dans l'atmosphère, je vais dire un peu plus réelle,
Et nous sommes toujours avec un François Hollande très haut dans les sondages au premier tour, largement au-dessus de 30%, très haut au second tour, il frise, entre 25 et 30, mais d'autres au-dessus de 30 toujours, hein. Et il frise toujours les 60% au second tour de l'élection présidentielle. Alors, je pense que moi, je ne vois pas vraiment de difficulté. Je vois une adaptation, je vois une maîtrise du temps. Donc, je réponds à vos deux questions. Est-il en difficulté ? Non, il est en période d'atterrissage. Il fallait avoir une discussion avec les Verts. Est-ce qu'elle aurait pu mieux se passer ? Oui. Est-ce qu'elle est passée, maintenant cet obstacle est derrière nous ? Oui. Est-ce que nous étions totalement préparés, nous les socialistes, j'entends en termes de dispositifs, et j'allais même dire de programme, à la fin octobre? Non. Est-ce que les choses avancent maintenant vite et sont en train de se positionner? Oui. Est-ce que nous pouvons être certains, si vous, commentateur, moi, homme politique, François Hollande évidemment comme candidat, est-ce que nous savons exactement dans la période actuelle d'une volatilité économique, politique absolument considérable, un monde même qui est profondément bouleversé par un certain nombre de dangers, est-ce que nous pouvons être certains de dire ce qui pourra se faire en 2016 ou en 2017? Non. Donc il y a une maîtrise du temps à avoir. Et là, je trouve que François Hollande est dans cette maîtrise du temps. L'élection, elle se fait au mois d'avril et au mois de mai. Et on sait que le mois de janvier est une période décisive. Et je pense que François Hollande sera à tous ces rendez-vous et qu'il a dans la tête le sens du temps, de la gestion du temps et des périodes politiques. Je pense que il y a eu une période depuis la fin des primaires jusqu'à maintenant qui était forcément une période d'atterrissage un peu difficile. Elle est derrière nous et on voit bien que les choses retournent vers François Hollande. Sa critique du traité européen qui, à un moment... que 15 jours après la perspective du traité. Comment vous jugez néanmoins la brusque remontée dans les sondages de François Bayrou? Il est plus populaire que François Hollande, ça ne vous inquiète pas? Enfin, la popularité, vous savez, vous êtes des commentateurs politiques avisés, la popularité, elle n'est pas le témoignage d'une action politique pure. Sauf quand vous êtes en responsabilité, quand vous êtes président de la République ou Premier ministre, ça a un sens. Mais quand vous êtes un homme politique, dans l'action, et c'est vrai en partie d'ailleurs pour le président de la République, vous avez tous les opposants qui refusent de vous donner, et les gens qui vous soutiennent sont forcément... Bon, quand vous êtes un petit peu en aussi dans les apesanteur, intentions de vote. vous avez raison. Et quand vous êtes un peu en apesanteur, comme l'est un peu M. François Bayrou, vous avez un taux de sympathie, parce qu'il apparaît à la fois pour les gens de gauche comme une solution contre la droite, et pour la droite une solution contre la gauche. Bien, dans les intentions de vote, il a progressé, mais je veux dire, M. Sarkozy, lui-même ne progressant pas, il y a un tel espace aujourd'hui qu'il est normal que M. Bayrou fasse un score et qu'il soit entendu. On va voir aussi. Vous le voyez comme un allié potentiel, François Bayrou ? Écoutez, moi je pense que ce que j'ai entendu de François Bayrou en termes de critique et le discours qu'il fait aujourd'hui, le diagnostic qu'il fait sur la situation de la France, je trouve que, c'est à lui évidemment de se prononcer, mais je pense que sa critique du sarkozysme est quand même une des critiques les plus fortes qui ait été faite. Donc je ne le vois pas, je ne vois pas les succès de M. Sarkozy ou les éléments de la personnalité de M. Sarkozy qui permettent aujourd'hui à François Bayrou de se retrouver dans ce camp-là. On est à 2 minutes de la fin. Dernière question, Yves Doré. Dernière question. C'est vrai qu'au cours des derniers jours, on a vu un peu une politisation de l'affaire DSK. On se souvient que vous avez souvent pris la parole sur ces sujets pendant l'été. On a vu les difficultés du ministre de l'Intérieur à expliquer que la police française n'avait pas eu de contact avec la police américaine, que lui-même avait été au courant très tard de ce qui s'était passé pour Dominique Strauss-Kahn. Bref, on a le sentiment comme ça d'un embarras. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que l'affaire se politise, les socialistes ne prennent plus la parole sur cette question? Il y a un mot d'ordre, on n'a plus le droit d'en parler, c'est fini? Non, pas du tout, mais il y a un temps pour tout. Là, aujourd'hui, je pense que les Français, les commentateurs, moi j'ai entendu des gens, à chaque fois qu'on disait que le processus... Je n'ai jamais mis en cause l'idée qu'il puisse y avoir des faits, j'allais dire, qui interrogent les Français au niveau de la morale. Hein. Je n'ai jamais été là-dedans. J'ai toujours pensé que ce n'était pas un homme de violence. Je pense que maintenant c'est clairement établi. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais pensé que dans toute cette affaire,
eh bien, même si Dominique Strauss-Kahn avait évidemment la responsabilité de son comportement, je n'ai jamais pensé que ceci ne s'était pas fait sans une intrusion d'officines diverses en rapport avec la politique française. Voilà, donc maintenant je vois que à chaque fois qu'on disait ça, on était accusé d'être des partisans de la théorie du complot. J'ai jamais dit qu'il y avait eu un complot, j'ai dit qu'il y avait, d'un certain point de vue, une intervention, j'allais dire permanente d'ailleurs, par des officines autour de Dominique Strauss-Kahn, comme autour d'autres personnalités de l'opposition, et pas toujours simplement de gauche. Il y a une présence aujourd'hui d'un certain nombre d'officines dans la campagne électorale, et ceci pose Vous parlez de problème. Dominique de Villepin, de Jean-Louis Je Borloo, pense ces de gens-là gens qui ont eu à subir, et quand vous discutez avec des gens de droite, qui simplement à un moment ou à un autre ne sont pas sarkozystes, ils vous disent on n'en parle pas au téléphone. Voilà. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, des parlementaires qui ne sont pas sarkozystes et qui ne sont pas du même bord ne se parlent pas au téléphone. Voilà, c'est un témoignage que je vous livre. Et c'est Sans doute une témoignage paranoïa assez lourd, généralisée de tout le monde. Merci Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris, candidat.